Filmé, Un puissant chef de la mafia 'Ndrangheta vient d'être arrêté en Italie. filmé à Istanbul. Un puissant chef de la mafia 'Ndrangheta vient d'être arrêté en Italie. Pasquale Bonavota était en cavale depuis 5 ans après avoir échappé à un mandat d'arrêt pour homicide et association mafieuse. Il a été arrêté le 27 avril dans la cathédrale de Gênes avec une fausse carte d'identité. Surnommé le bébé boss et âgé de 49 ans, Pasquale Bonavota est considéré comme l'un des cerveaux de la 'Ndrangheta. C'est la mafia la plus puissante et la plus riche d'Italie. Elle contrôle la majeure partie de la cocaïne qui entre en Europe et opère dans plus de 40 pays. L'un des membres de cette mafia a d'ailleurs été arrêté en France en février. En cavale depuis 16 ans, il travaillait à Saint-Étienne comme pizzaiolo sous une fausse identité. Au début de l'année, la police italienne avait aussi réussi à arrêter Matteo Messina Denaro, le chef de la Cosa Nostra, une autre organisation mafieuse très puissante, était lui en cavale depuis 30 ans. Pris au piège par le fleuve, à bout de force, les 3 jeunes âgés de 20 à 25 ans tentent de résister comme ils peuvent à la crue soudaine. Appelés par des riverains, les pompiers arrivent très vite sur place et tentent de les récupérer depuis leur grue au moyen de cordes. Passe là, attrape la corde. Oh non, mon Dieu. Sans succès. Emportés hier en début d'après-midi, ils sont toujours portés disparus. Le drame s'est déroulé dans la région d'Udine, dans le village de Premariaco, placé en alerte jaune, crue et inondation. Fréquenté pour la baignade, avec sa plage que l'on voit ici à droite du pont, cette partie du fleuve Natizone est pourtant interdite, car connue pour ses crues imprévisibles. Lors de leur arrivée sur la rive, comme on le voit sur cette photo, le fleuve semblait encore calme. Mais en quelques minutes, ils se sont retrouvés piégés. Ces jeunes gens, étudiants ou originaires de la région d'Udine, étaient venus voir leurs parents pour le week-end. Depuis leur disparition, le pays est suspendu aux informations délivrées par les pompiers. On a déployé un hélicoptère, des moyens de la protection civile. Nous avons aussi des drones pour survoler la zone et des bateaux à moteur qui remontent le fleuve. Le téléphone portable d'une des étudiantes a été retrouvé en fin de matinée sur la rive. Les 3 jeunes gens sont toujours activement recherchés. L'opération militaire pour que cette population soit décimée. Toutes les conditions sont réunies pour que la population soit décimée. Je laisse à la justice de décider si c'est volontaire ou pas. Vous l'avez dit, c'est important de raconter ce que vous avez vu là-bas et ce que vous avez vécu. On a le sentiment quand même que vous retenez beaucoup, que vous ne laissez pas de place à la colère ou à la tristesse quand vous nous racontez ce que vous êtes en train de nous raconter. Pourquoi ? Je mets une certaine distance pour moi, pour me protéger, pour me sauvegarder. Si j'y mets toute mon émotion, si je mets tout mon côté humain, alors c'est clair. D'abord, je n'aide pas les Palestiniens dans cette situation-là, parce que j'en fais une affaire personnelle. Or, ce que je veux, c'est de pas en faire une affaire personnelle. J'en fais l'affaire de quelqu'un qui témoigne de la situation parce qu'il l'a vécu, et j'y suis retourné, et je suis sorti il y a à peine une semaine de Rafah, d'accord ? Ce que je veux, c'est aider cette population. Je le fais à 2 niveaux. Je le fais en tant qu'humanitaire, par la mise en place, d'accord ? Et au fond, c'est une population, d'accord, qui se voit. Je parlais tout à l'heure du problème éthique, où on inverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes, nous, médecins, dans l'éthique individuelle. C'est-à-dire, on va essayer de sauver la recherche de nourriture, etc. Il y avait bien quelques marchands qui vendaient des boîtes de conserve, des choses comme ça. Mais ils n'avaient pas l'argent. Les banques avaient été fermées. Du même coup, tous ceux qui avaient des comptes en banque, etc., n'avaient pas de moyens. Ils avaient dépensé peut-être ce qu'ils avaient encore. Ils se retrouvaient sans rien, à la recherche de nourriture, à la recherche d'eau, à la recherche, etc., de tout ça. Il y avait un véritable caractère de déshumanisation de cette population, et même, je dirais, ils étaient leur propre dignité pour ces hommes qui, à la fois, qui avaient du travail, qui avaient des familles, qui se battaient tous les jours, comme tout le monde dans le monde, pour faire vivre sa famille, etc., se retrouvaient dans des conditions qui étaient totalement indignes. Et j'ai toujours considéré qu'il y avait pire que la mort. C'était justement de ramener quelqu'un à son indignité, c'est pas leur lui donner les moyens minimums d'une vie digne. Quand on a vécu ce que vous avez vécu, quand on a vu ce que vous avez vu là-bas à Gaza, à Rafah, comment ça se passe quand on revient en France ? Comment vous l'avez vécu, votre retour ici ? Alors j'ai l'habitude d'être dans des situations de difficulté. J'ai passé ma vie pratiquement dans les zones de guerre.
bien évidemment, j'ai de ce fait mis en place un rituel qui est le mien, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, je me retire en moi-même. Voilà, je parle peu, je vis dans ma vie intérieure. Le crâne a une plasticité, a des capacités de récupération. Il faut un service de réanimation, on les endort, on fait un scanner, on peut, etc. Et on voit quelquefois des choses exceptionnelles apparaître. C'est-à-dire quelqu'un qui a une balle qui a traversé son cerveau peut très bien s'en sortir et parfois même sans séquelles. Mais là, on avait décidé qu'on les laissait mourir. Donc c'était vraiment une situation exceptionnelle, quelque chose que je n'avais jamais vu. Jamais vu. Il y avait eu, à un moment donné, nous avons reçu une jeune femme de 24 ans, enceinte de 7 mois, diabétique depuis l'âge de 12 ans, manque de nourriture, manque d'insuline. Du même coup, elle a fait une des complications. يا جماعة بدي أقول لكم إنه أطفال العالم عمرهم شافوا جثث وصواريخ ورعب وجثث محللة وعظم وكله أكشن هيك ترت ورصاص ويا الله معاناة في غزة يا جماعة ولا شافها زلمة منكم يا جماعة والأطفال منا بشوفوا. ظل الهنود الحمر يقاومون طيلة 4 قرون زحف الأمريكيين الأوروبيين، ثم خارت المقاومة وانتهت تماما بعد مذبحة الركبة الجريحة عام 1890 التي وضعت حدا لحروب الهنود الحمر وأنهت عصر المواطنين الأصليين الذين كانوا يعيشون في البراري، حيث كان الجنود الأمريكيون يلاحقونهم ويصطادونهم مثل قطيع من الحيوانات مرتكبين بذلك جريمة بحقهم. وتواصلت أفعال الغزاة المبيدة للسكان الأصليين، وفي الأخير أنقذت عاصفة ثلجية آخر الهنود الحمر ممن تمكنوا من الهرب. Découvrez le premier conte 100%. Can also confirm today. Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des éléments de preuve recueillis et examinés par mon bureau, que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, portent la responsabilité pénale des crimes internationaux suivants commis sur le territoire de l'État de Palestine depuis au moins le 8 octobre 2000. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu